tous et bienvenue sur le plateau parisien de Télé Sud et de ce Nouveau Monde. On dit volontiers que le Sénégal est la vitrine de la démocratie en Afrique. Ça ne veut pas dire que la vie politique n'y ait jamais été un long fleuve tranquille. On le vérifie en cette fin de printemps. Dans 2 mois, les Sénégalais iront aux urnes et la fin de la campagne est marquée par une forme de tension, un contexte qui est soudain assez dur pour ces élections législatives qui sont tellement attendues. D'abord, il y a eu une certaine confusion autour de la validation des listes électorales, celle de la majorité présidentielle qui domine actuellement l'Assemblée, qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. La liste des suppléants a été invalidée. Et plus grave, la liste des candidats de la principale coalition de l'opposition aussi, Yewwi Askan Wi, vous pardonnerez mon Wolof qui est véritablement lamentable, mais cette liste donc, des candidats a été invalidée, le ministre de l'Intérieur l'a refusée et la Cour constitutionnelle vient de lui donner raison. Ça fait craindre à certains la contestation des résultats et des troubles après les élections. On va parler de la démocratie au Sénégal, des élections du 31 juillet, de la situation politique. Est-ce qu'il peut y avoir cohabitation, puisqu'il va y avoir désormais un Premier ministre au Sénégal, de la fin du mandat du président Macky Sall, est-ce qu'il peut se maintenir au pouvoir? Il en est à la fin de son 2e mandat, il n'y en a que 2 qui sont autorisés dans la Constitution, mais il a dit dans une interview de Jeune Afrique qu'il n'avait pas fini son travail de président. Et on va parler de tout ça avec l'un des principaux acteurs de la démocratie sénégalaise, l'un des plus hauts dignitaires de cette République du Sénégal. Bonjour Pape Diop. Bonjour. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Merci de m'avoir invité. Vous dirigez vous-même une autre coalition, Bokk Gigis, ça veut dire... la même vision, avoir la même vision. Oui, les mêmes valeurs. Ouais, vous avez été maire de Dakar, vous avez présidé l'Assemblée nationale, vous avez présidé aussi le Sénat. Les 2 chambres, c'est rarissime. Hein. C'est rare qu'un homme politique... C'est la première fois au Sénégal. La première fois au Sénégal, mais dans le reste de l'Afrique, vous avez d'autres? Vous en connaissez d'autres? Non, il n'y en a pas. En France, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'équivalent. Hein. Quand on fait ça, quand on a fait ça sur son CV, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et qu'on se dit à quoi puis-je bien servir? Il n'y a qu'un seul poste qu'on peut imaginer après avoir été président 2 fois. S'il faut être président une 3e fois, hein, à quoi vous pensez le matin quand vous vous rasez? Non, pas du tout. Je n'y pense pas. Bizarrement, je pense toujours à mes affaires, à développer mes affaires, parce que moi, je suis un entrepreneur. Je suis arrivé accidentellement à la politique parce que j'ai acheté ma première carte en 1974 quand Maître Abdoulaye Wade a créé son parti. Donc, j'ai traversé toute l'opposition avec lui pendant 26 ans. Et donc, entre-temps, j'avais fini mes études et j'avais créé une société qui, grâce à Dieu, s'est développée et j'ai été à ses côtés jusqu'à sa victoire. Donc, il me prenait pour quelqu'un qui aimait le travail. Et c'est pourquoi, quand j'ai été élu la première fois député en 1993, sur la base de la liste départementale de Dakar. 74, le début de votre vie politique. Oui. Vous cofondez avec Abdoulaye Wade le PDS. Non, je n'ai pas cofondu avec Abdoulaye Wade, mais j'ai acheté une carte après la création du parti. D'accord. Et 20 ans après, donc, vous devenez député. Oui, je deviens député en 1993, sur la base de la liste départementale de Dakar. C'est la première fois que le PDS a gagné Dakar, la première fois de l'histoire politique. Ah. Et nous avons réitéré cette même victoire en 1998. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est ce qui nous avait permis d'avoir un groupe parlementaire qui nous a permis d'avoir autour de Maître Wade toute l'opposition du Sénégal et créer la coalition qui l'a porté au pouvoir. 2000. La CA 2000 qui l'a porté au pouvoir. Mais non, en fait, c'est intéressant parce que quand je vous dis vous avez été président du Parlement, président
du Sénat, vous me parlez immédiatement de la mairie de Dakar. Est-ce que vous avez préféré comme mandat politique? La mairie. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que la mairie vous permet d'avoir un contact particulier et régulier avec les populations. Et vous permet également de réaliser beaucoup de projets. Ouais. Vous savez, quand je venais à Dakar, plus d'éclairage dans aucune zone de Dakar. La seule zone qui était éclairée quand j'étais maire de Dakar, c'était la VDN, qui a été entre les deux tours. Et je connais l'histoire, comment ça s'est passé. Et donc également au plan sanitaire, en ce moment, il y avait beaucoup de cas de décès de malades à l'intérieur des hôpitaux, sans être hospitalisés, mais qui n'avaient pas de place. Ah. Ça m'avait fait mal. Et lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à travailler sur ça. Et j'ai fait 8 centres de santé en une seule mandature, plus le SAMU municipal de Dakar. Vous pouvez demander, c'est une référence aujourd'hui en matière médicale. Ça fonctionne? Ça fonctionne toujours. Bien. Très bien. Et le centre de gériatrie pour les personnes âgées. Et le premier médecin gériatre a été formé par la ville de Dakar en ce moment. Et les premières ambulances médicalisées également du Sénégal ont été achetées par la ville de Dakar à l'époque, en 2003. Donc à Dakar, il y a 20 ans. Dakar, c'est comme un laboratoire. Oui, on a beaucoup fait pour Dakar. Malheureusement, nous avons été battus en 2009 et Dakar a développé beaucoup de choses. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, les institutions financières internationales ne s'étaient jamais intéressées aux collectivités locales. J'avais écrit à l'époque à la Banque mondiale et à l'USAID, à une institution française de financement, j'ai oublié, l'AFD. La COFAS. L'AFD, oui. L'AFD de développement, qui m'avait répondu pour dire qu'elle n'avait pas de méthode d'évaluation des villes. Que la seule méthode qui existait, c'était destinée aux États, qui s'appelait la méthode PEFA. Elle m'avait demandé si j'acceptais d'être évalué par cette méthode-là. Et cela a été fait pendant 6 mois, et un rapport a été produit. Et Dakar a été la première ville à être financée par l'AFD en 2008. Donc je suis venu ici à Paris signer le protocole qui liait Dakar à l'AFD. Et la Banque mondiale aussi, il nous avait mis en rapport avec la Société financière internationale, la SFI. Mais auparavant, il n'y avait que des financements à travers l'Agence de développement municipal, l'ADM, qui, à l'époque, identifiait les projets, faisait les études, lançait les appels d'offres, exécutait. Est-ce que ces projets correspondaient aux besoins des populations ou pas? Ça restait à vérifier. Vous disiez un mot du président Wade, donc la fondation 73 du PDS, nous sommes pratiquement 50 ans après, et il se présente à ces élections alors qu'il a 95 ans. C'est raisonnable? Vous savez, à l'origine, en 2017, l'opposition s'était regroupée pour faire une seule liste. Et à l'époque, pour prévenir les dissensions qui pourraient surgir de la tête de liste, c'est moi-même qui avais proposé le président Wade pour ne pas être confronté à ces difficultés-là. Et donc, malheureusement, nous étions contraints de nous diviser en 2 partis parce que l'autre parti n'était pas d'accord sur la tête de liste. Nous sommes allés aux élections, nous, avec le PDS, et donc nous étions la deuxième force de l'Assemblée nationale avec, je crois, 21 ou 19 députés, dont 5 de notre parti et d'autres des autres partis. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu réitérer cette année, mais c'est, disons, 5 ans après. À l'époque, Maître Wade a fait campagne avec nous, n'était pas allé dans
tout le Sénégal, mais a fait une bonne partie avec nous. Mais tout le monde le connaît. Tout le pays le connaît. Mais je crois tous les Sénégalais ont une opinion sur Abdoulaye Wade. Sur Abdoulaye Wade. Moi, je crois que c'est ça qui a guidé aujourd'hui le fait qu'il soit désigné comme tête de liste de sa coalition. En tout cas, on voit que c'est un véritable animal politique parce que jamais il ne détellera, jamais il n'abandonnera. Hein. Ah, jamais. Il y a un proverbe comme ça qui dit que un homme politique n'est jamais mort, sauf quand il est froid. On parlait de la démocratie qui est bien vivante du Sénégal, mais d'abord quelques mots sur le contexte de crise générale de cette guerre d'Ukraine qui mobilise ici toutes les attentions et qui fait craindre des pénuries alimentaires sur le continent. Est-ce que vous voyez ça, vous, comme cette guerre d'Ukraine, comme une affaire Est-Ouest, un retour à la guerre froide, une affaire de blancs dont les Africains sont les victimes, ou est-ce que l'agression dont l'Ukraine a été la victime pose un défi à la communauté internationale tout entière qu'elle ne peut ignorer et il faut absolument que le Kremlin soit stoppé? C'est quoi votre option? Oui, moi je crois que les Africains considèrent que c'est une guerre qui les intéresse au premier plan, parce que si la crise alimentaire sévit, elle ne reste à personne indifférent. Donc je crois que c'est une guerre qui nous intéresse au plus haut niveau. Mais moi je suis de ceux qui pensent que cette guerre aurait dû ne pas avoir lieu. Parce que si on tient compte du fait que l'Ukraine faisait partie de la Russie, et que c'est la Russie qui a donné l'indépendance à l'Ukraine. Et au moment de l'indépendance, il y avait des accords qui prévoyaient l'indépendance du Donbass, que l'Ukraine n'a pas respecté. Ces mêmes accords précisaient que l'Ukraine ne devait pas aussi entrer dans l'OTAN. Tous ces faits nous montrent que c'est une guerre qui aurait dû être évitée. Oui, elle n'a pas été, la faute à qui? Elle ne l'a pas été. La faute à qui? Donc la faute à l'Ukraine et à la Russie peut-être. Parce que quand le Donbass n'a pas été indépendant, il y a une guerre qui a existé entre le Donbass et l'Ukraine. Et la Russie, naturellement, a soutenu le Donbass. C'est de là où est venue la guerre. Donc je pense que toute personne ou tout pays qui chercherait à rapprocher les deux positions devrait avoir une position neutre. C'est la position de l'Afrique aujourd'hui. C'est cette position. C'est pas un peu difficile de renvoyer dos à dos la Russie, l'agresseur et l'agressé? Moi, en ce qui me concerne, je renvoie les deux dos à dos. Et l'Afrique aujourd'hui a une position neutre par rapport à ça. Et c'est cette position neutre que le président Macky Sall est allé défendre auprès de... C'est pourquoi il a été reçu, sinon il ne l'aurait pas. Il ira également à l'Ukraine pour voir le président, le rencontrer naturellement, pour exprimer la position de l'Afrique et essayer de les rapprocher. Moi, je pense que c'est la position sage qui va éviter, sinon ce sera une guerre d'usure. On ne sait pas où est-ce qu'elle va mener le monde. Vous pensez que le président a eu raison donc d'aller à Sochi discuter avec Vladimir Poutine, qu'il faut faire confiance, il faut avoir confiance dans la parole du président russe? Non, mais on ne peut pas ne pas parler avec Poutine. On ne peut pas. Je pense que le premier qui a parlé à Poutine, c'est le président Macron. Oui, mais bon. Oui, mais c'est pour rapprocher les positions. Il parle avec Poutine, il a parlé avec Poutine et il parlait avec le président de l'Ukraine. Il écoute le président de l'Ukraine, mais... Oui, il écoute le président de l'Ukraine. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher à stopper la guerre. Il faut chercher à stopper cette guerre-là. Parce que toutes les guerres mondiales commencent par une petite chose et se terminent par... Vous craignez l'embrasement général, vous craignez l'escalade. Oui, si ça continue avec la position des uns et des autres, parce que la Russie également est soutenue par d'autres pays.
certainement la Chine. On ne connaît pas réellement la position de la Chine. Ouais. Et comme disait un responsable français, cette position adoptée par les pays européens pourrait rapprocher la Chine et l'Union soviétique, pas l'Union soviétique, et la Russie. Mais en fait, Et c'est pas véritablement le cas, là. Depuis 2 mois, Oui. 3 mois même, Oui. on voit bien que la Chine reste dans une attitude très prudente, pour l'instant, vis-à-vis de la Russie. Ils fournissent peu d'armes, ils n'essaient pas de violer les sanctions, ils sont attentistes. Ils ont des déclarations prudentes et une politique encore plus prudente. Mais vous savez, dans tous les problèmes qui éclatent à travers le monde, la Chine a toujours adopté cette position de prudence. J'ai remarqué que la Chine est toujours prudente par rapport à tout ça. Mais certainement, si cette guerre-là continue, la Chine prendra une position. Et ce ne sera pas la même position qu'elle a aujourd'hui. Vous ne pensez pas que le président Macky Sall devrait maintenant aller à Kiev, après avoir vu Vladimir Poutine, que faire l'escale de Kiev eût été naturel et plus équilibré? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il ne peut pas s'engager avec Poutine et ignorer l'autre partie. D'accord. On va parler. Macky Sall a dit: je n'ai pas fini mon travail, dans une interview à Jeune Afrique qu'il interrogeait sur l'avenir. À 1 an donc de la fin de son mandat, il leur a répondu: j'ai pas fini. Vous interprétez ça comment? Je ne peux pas interpréter ça. Je pense que le président Macky Sall est assez prudent et assez intelligent. Aujourd'hui, s'il dit qu'il n'a pas fini, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Je ne sais pas réellement. En tout cas, le moment venu, tout le monde dira ce qu'il pense d'un 3e mandat. Mais il ne sera pas vieux. Non, il n'est pas Il vieux. n'aura pas fini son travail, parce qu'on n'a jamais fini un travail pareil. Jamais. Un président n'a jamais fini son travail. Ça doit être très frustrant quand on est président comme du un Sénat maire. et président de l'Assemblée nationale Non, ça ne me frustre pas, moi. Non? Parce que... Quand vous étiez maire de Dakar, moi, vous avez lancé des projets et que vous ne les avez pas vus. Beaucoup de projets, beaucoup. Tout ce que mon prédécesseur a fait en 7 ans, 8 ans, c'est moi, ce sont mes projets. Oui, alors pendant que... Oui, mais bon, on n'a jamais fini son travail. Hein. Mais ce qu'il y a réellement, nous, à l'époque, nous avions soutenu Wade pour un 3e mandat. Alors, au mépris de la Constitution. Non, bon, dans une interprétation de la Constitution qui avait été modifiée... là aurait dû être... Les constitutions, les 2 cas peuvent être interprétés. Oui, d'accord. Wade Donc vous l'aviez soutenu. Avait complètement dissous la Constitution de 63 et avait fait en 2001 voter une nouvelle Constitution dans laquelle... On avait droit à 2 mandats. Donc vous pouvez considérer qu'il avait droit encore à 2 mandats. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis ce que... Vous savez, les rédacteurs des constitutions, de ces 2 constitutions-là, et des révisions constitutionnelles qu'il y a eu entre-temps, j'ai dit dans une télévision au Sénégal ou dans une radio que demain, peut-être qu'ils auraient des comptes à rendre. Parce qu'à chaque fois, ils ouvrent une fenêtre pour permettre au président en exercice de lorgner un 3e mandat. Les 2 cas sont pareils. Alors, donc, je pense que nous devons arriver à un moment où cette possibilité ne sera plus offerte à un président en exercice pour que l'Afrique, pour que notre pays, ce qui me concerne, le Sénégal, se mette sur des rails. Pour moi, nous aurons besoin de grandes réformes constitutionnelles. À commencer par l'institution présidentielle, l'Assemblée nationale, la justice, et donner beaucoup plus de moyens et de pouvoir aux corps de contrôle. Ça n'existe pas au Sénégal. Les corps de contrôle, les rapports sont déposés sur la table du président. Des forces qui contrebalancent ou des gens qui contrôlent l'activité et le bilan? Mais c'est tout à la fois. Une Assemblée nationale assez forte qui soit en mesure de contrôler
toutes les politiques publiques. D'accord. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Une justice également qui soit... Est-ce que vous pensez, M. Diop, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de corruption au Sénégal? Il y en a, oui. C'est pourquoi je demande des corps de contrôle forts, suffisamment forts et autonomes à la fois. Mais vous qui êtes dans le privé, qui avez monté des entreprises prospères et qui en même temps avez eu les plus hautes fonctions dans la République, vous considérez qu'il y a plus de corruption dans le public que dans le privé? Oui. 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 Dans le privé, moi, je n'ai pas eu, peut-être dans les activités que j'ai dû mener, il n'y a pas possibilité de corruption parce que moi, à l'époque, je travaillais avec l'Europe. J'avais mes produits halieutiques à exporter ici, partout en Europe, dans le monde. Donc, qui vous corrompez pour faire des affaires ici ou ailleurs? Oui. Ce n'était pas possible. Bon, dans les autres domaines où j'ai des activités également, dans le domaine de l'immobilier, bon, je n'en connais pas. J'ai repris mes anciennes fonctions dans le pétrole, parce que moi, je suis un ancien de BP quand je suis sorti de l'école. Donc, je travaille avec Total actuellement. Je travaille avec... Mais non. Vous avez eu le nez creux. Non. Vous avez travaillé dans le pétrole au Sénégal avant que le Sénégal ait du gaz et du pétrole. Non, c'était une compagnie pétrolière de distribution de pétrole. De distribution, pas de prospection, non, il n'y en avait pas à ce moment. Non. Oui, voilà. BP avait des stations au Sénégal et qu'elle a vendues à Elf. Et Elf a vendu à Total. Et puis voilà. Maintenant, dans ces histoires de vente, je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein? Alors, il faut, parce que l'émission passe très vite, là, oui. Il y a un mode de scrutin qui est épouvantable, qui est un véritable casse-tête qui a été imaginé, j'imagine, par des juristes qui avaient passé une nuit blanche. Et c'est terrible, vous avez un tiers de députés au scrutin proportionnel plurinominal sur une liste nationale et 2 autres au scrutin de liste plurinominal à un tour pour les principales circonscriptions et au scrutin uninominal à un tour pour les circonscriptions élisant un seul député. Bref, il suffit d'avoir la victoire dans une douzaine de grandes circonscriptions pour être assuré d'avoir la majorité. Oui. Vous ambitionnez d'avoir combien de députés? Plus de 20 députés. J'ambitionne d'avoir au moins un groupe parlementaire. Pas mal. Vous allez multiplier par 3 votre... Oui. Bon, oui, c'est ce que je souhaite. Vous êtes ambitieux. Oui. Votre coalition, alors, elle est marquée par, j'ai regardé, c'est la parité qui et la jeunesse de vos candidates. Et des candidats aussi à travers le Sénégal. L'ex-coalition gouvernementale a mis à sa tête l'ancienne première ministre, Aminata Touré. Vous en pensez quoi, de ce Premier ministre? Pas du tout. Pour le mode d'élection d'abord. Je pense que notre mode d'élection gagnerait à être réformé. Ah bon? Le mode d'élection a été institué par l'ancien président, l'ancien régime du président Abdou Diouf. Ouais. J'avoue que nous également, nous en avons bénéficié. Ouais. Et le président Macky Sall aussi a laissé le système tel quel. Ouais. Mais ce mode d'élection est antidémocratique. Pourquoi? Mais vous venez de le dire. Il n'est pas transparent? Non, il est transparent sur la forme. Parce que si vous... Tenir les grandes circonscriptions suffit, en fait, c'est ça. À Dakar, par exemple, il y a une liste de 7 députés. Si vous avez une voix de plus que le second, vous raflez tous les 7 postes de députés. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Ah ben oui, vous pouvez avoir 20% dans une circonscription et rafler l'ensemble des députés. Vous voudriez la proportionnelle intégrale? Pas intégrale, mais il faut le faire d'une manière intelligente pour permettre à la démocratie d'être effective. Comment va la et d'avoir une bonne représentation de beaucoup de partis, de petits partis.
Je ne vous demande pas quel est votre programme, on y reviendra, on aura Oui. l'occasion d'ici les élections. Mais d'un mot quand même, quel est, et ce sera ma dernière question, quel est selon vous l'état de la démocratie au Sénégal? Je crois que la démocratie, elle est ce qu'elle est, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut également par rapport aux autres pays africains, mais elle est à parfaire. Ce que je disais en fait partie. Et ça également pour le mode d'élection des maires également. Attendez, je vais vous poser la question différemment, parce que je vais vous poser différemment la question. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a des risques de pénurie alimentaire, alors le président Macky Sall sonne le tocsin, alors que la guerre en Europe fait craindre une escalade, est-ce que vous pensez que le Sénégal est assez armé pour résister à ces vents contraires et à ce climat dangereux? Oui, le Sénégal est aujourd'hui dans une zone de turbulence. Si l'on voit les forces en présence, surtout l'opposition radicale et le pouvoir qui se confrontent d'une manière violente, tous les jours que Dieu fait, il y a des conférences de presse suivies par les autres et régulièrement. Et il y a un vocabulaire qui est devenu nouveau dans le paysage politique sénégalais que l'on n'a jamais connu. Un vocabulaire teinté de violence et appelant même quelquefois à l'insurrection. Je crois qu'on n'a jamais connu ce Sénégal-là. C'est vrai qu'au moment où la Russie est en guerre avec l'Ukraine, où une crise alimentaire peut surgir à tout moment, je pense que nous avons besoin d'être beaucoup plus sereins dans les différentes chapelles politiques, hein, et d'être beaucoup plus prudents par rapport au langage qui est aujourd'hui utilisé au Sénégal. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. On vous souhaite bonne chance aussi. Merci, merci beaucoup. On vous remercie d'être venu jusqu'à ce studio de Télé Sud. Et vous qui nous regardez, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.